Bonjour Thierry, merci de m'avoir invité dans ton palais. Cet endroit résonne pour moi d'une certaine magie. Cela est peut-être dû à la rareté de certains livres qui peuvent aller des premières Bibles jusqu'à la Révolution française. Quel est le livre le plus ancien que tu possèdes ici? Bonjour Stéphane. Là on se trouve dans le magasin de conservation principal de la bibliothèque de Marseille. Le plus vieux livre, à l'heure actuelle, c'est un manuscrit du XIe siècle sur l'histoire de la vie des pères de l'Église. Et là on a reçu en don la semaine dernière un manuscrit qui serait peut-être un peu plus vieux, mais il est en cours d'expertise, donc on ne peut pas trop s'avancer pour l'instant. Mais enfin intéressant. Donc, nous sommes ici donc, pour l'exposition Coste et je vois que tu vas nous présenter peut-être des ouvrages originaux, il me semble, non? Oui, je vais vous présenter l'ouvrage majeur d'un architecte marseillais qui s'appelait Pascal Coste, qui a vécu au 19e siècle. Et là, je vais présenter donc l'architecture arabe ou les monuments du Caire, puisqu'il est allé au Caire pour effectuer certains travaux. D'accord, je vois que... Donc c'est des originaux, tu peux nous les présenter du coup Oui, il y a trois livres. Il y a trois ouvrages et la particularité, c'est que le premier, c'est l'édition originale imprimée et lithographiée, parce qu'on va vite voir que, en fait, c'est un atlas. Voilà. Et les deux autres, c'est pour ça qu'on les présente, et c'est pour ça qu'ils vont faire l'objet d'une exposition qui tarde à venir, mais qu'on va mettre en place dans les semaines qui viennent, j'espère. Ce sont des exemplaires d'auteur, c'est-à-dire que Coste a mis ses propres dessins, en l'occurrence au trait, pour le premier, à la place de la lithographie. Il a ce qu'on appelle des exemplaires d'auteur. Et le troisième, il a une histoire, il est encore plus particulier parce qu'on l'a redécouvert dans les années 2000, juste avant de déménager de Saint-Charles pour venir ici. D'accord. Tu l'as découvert sur le tard, donc? Pardon? Tu l'as découvert sur le tard? Tu pensais pas l'avoir et en fait tu... Non, on pensait ne pas l'avoir, puisqu'on a fait une exposition qui s'appelait Pascal Coste, toutes les Égyptes en 98, et on a présenté que ces deux-là. Ça, c'est magique. Et on pensait avoir perdu celui-là qui est ressorti de nulle part. En gros, qui a mal été rangé pendant quelques décennies. Et on s'est aperçu que c'était toujours l'architecture arabe ou les monuments du Caire de Coste, mais cette fois-ci aquarellé. Quand tu redécouvres un livre perdu comme ça, là, aussi rare, c'est Noël en plein été. Là, c'est la trouvaille, oui. Là, c'est le bon. Alors après, on peut s'accuser d'avoir mal rangé les choses aussi, mais bon, il vaut mieux les trouver que pas les trouver du tout. Parce qu'effectivement, dans des fonds aussi immenses que ça, c'est-à-dire 250 000 documents, quand tu fais une erreur de rangement à la cote, il peut se passer du temps avant que tu retrouves l'ouvrage en question. En tout cas, pour notre plus grand bonheur, tu peux nous l'exposer ici. Donc, du coup, c'est une déclinaison de dessins, c'est ça? C'est les mêmes dessins déclinés en aquarelle? C'est-à-dire qu'il y a trois versions différentes. Ouais. La version, l'édition originale, qui a été éditée à 103 exemplaires, simplement. C'est-à-dire qu'on n'en trouve pas tous les jours sur le marché. Ce n'est pas à la vente. Mais celui-là, c'est en même temps qu'il nous a légué des milliers de dessins, je parle de Pascal Coste bien sûr, à la fois sur l'Égypte, mais sur l'Europe, sur la Perse, on a 6000 dessins de lui. En même temps, il nous a légué cet exemplaire d'auteur, c'est-à-dire qu'à la place de la lithographie, il a fait coller ses propres dessins. Ça, c'est un dessin au trait, et ça, c'est une version aquarellée. Voilà. Ce qui fait de ces deux exemplaires uniques, bien entendu. Carrément, quoi. Il y avait, pour revenir à Coste, il y avait, si j'ose dire, à l'époque, une vraie scène marseillaise, une certaine élite avec Claubet, Riffaut, Coste donc. Comment peux-tu expliquer ce pôle d'excellence? C'est-à-dire, on est dans le premier quart du 19e siècle. Les Français, avec l'armée napoléonienne, est partie d'Égypte après l'expédition. Et on se retrouve en 1800-1804. Et il y a un certain Mehmet Ali, qui est un officier ottoman d'origine albanaise, qui prend le pouvoir en Égypte et qui est à l'origine de l'Égypte moderne.
Et ce garçon a la volonté de moderniser son pays et fait appel à des techniciens européens. Il y a eu des Français, il y a eu des Italiens, il y a eu des Grecs, il y a eu des Anglais, etc. etc. Parmi les Français, effectivement, il y a eu 3 Marseillais, Pascal Coste, le docteur Clobé, comme son nom indique, qui va faire certaines choses en Égypte concernant la médecine. Et puis, on a un aventurier qui, lui, n'a pas eu automatiquement la même destinée que les 2 premiers, puisque les 2 premiers, c'est-à-dire Coste et Clobé, en revenant ici, ont été récompensés, ont été accueillis à l'Académie de Marseille. Riffaut, c'est le vilain petit canard du groupe qui, lui, en revenant ici, a pratiquement tout perdu. Mais il a eu une drôle de destinée, Riffaut. C'était un peu Indiana Jones de l'époque. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les fouilleurs-pilleurs dans la première moitié de l'Égypte du 19e siècle. L'égyptologie n'existe pas encore. Et en plus de ça, Riffaut, après on va parler de Coste, Riffaut, en revenant ici, le maître d'égyptologie du moment, c'est-à-dire Champollion, disait que son catalogue, c'est-à-dire son atlas, était absurde. Donc, pour passer à la postérité avec ça, c'est pas simple. Toujours est-il que le Riffaut, et on finira dessus, finira dans la misère en Suisse. Et c'est la raison pour laquelle il y a 12 mètres linéaires de manuscrits de Riffaut qui restent à découvrir, d'une certaine manière, dans une bibliothèque universitaire de Genève. D'accord. Peut-être que ce sera l'occasion de faire une expo sur lui. Tout le monde, il y a une question qui me vient là, c'est que tout le monde à l'époque ne connaissait pas le vice-roi d'Égypte, je présume. Oui. Quelle a été la connexion? Est-ce qu'il y a eu un intermédiaire? Oui, il y a l'intermédiaire, c'est un certain Jomard qui était géographe, qui a fait partie justement des 150 savants qu'a emporté Bonaparte lors de l'expédition. Il a eu le génie en même temps d'aller faire la guerre, histoire que ça soit un fiasco d'ailleurs, militaire, peu importe, d'emmener 150 savants avec lui pour constituer la première encyclopédie consacrée à un pays et qui va s'appeler la Description de l'Égypte. Parmi ces 150 savants, il y a un certain Jomard qui justement va faire la connexion et va proposer à Pascal Coste de travailler en Égypte pendant 10 ans sous les ordres de Mehmet Ali. Donc à l'époque, Mehmet Ali lui donne en quelque sorte un blanc-seing pour visiter les mosquées. Comment ça a dû être perçu dans la société égyptienne donc, de l'époque? Dans la mesure où il avait l'autorisation, donc c'est un firmament, c'est un blanc-seing, c'est une autorisation de rentrer dans les mosquées, parce qu'un non-musulman ne rentre pas dans les mosquées. Donc, une fois qu'il est rentré, je veux dire par là qu'il avait l'autorisation de le faire. C'était le vice-roi d'Égypte qui donnait l'ordre, donc ça a été accepté. C'est sûr qu'il a dû se faire regarder un petit peu de travers au départ, mais enfin, il a dû être, à mon avis, très vite connu. Donc, il a fait un petit peu ce qu'il voulait et s'est installé dans l'intérieur de la mosquée. Et c'est la raison pour laquelle il nous montre justement l'intérieur de certains bâtiments. Donc toujours pareil, hein, les toujours la déclinaison. Toujours le triptyque, entre guillemets, c'est-à-dire l'édition originale, l'exemplaire d'auteur, le dessin original au trait et le dessin original ou aquarellé, enfin peu importe, sur la 3e version. Ça aussi, c'est un exemplaire d'auteur. Voilà, on peut peut-être en montrer d'autres. Voilà. Celui-là, il est intéressant. Moi, j'ai toujours été surpris par la conservation des dessins. Ça, c'est une lithographie donc imprimée. Donc ça, en gros, ça bouge pas trop. Après, déjà là, on s'aperçoit que le dessin, il est un peu passé, il est un peu jauni. D'accord. Après, l'aquarelle, c'est vrai que je ne sais pas comment il faisait. On a d'autres atlas de cette période-là. Les aquarelles, même au bout de 200, 220 ans, elles sont toujours en forme. Là, justement, on peut remarquer, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, que ça, c'est la version définitive, mais ça, c'est le dessin, on va dire, préparatoire. C'est son dessin, lui. Donc, il manque le fameux lustre, là. Voilà. C'est assez étonnant. Bon, sur la version définitive... Oui, préparé, après il peaufiné. Voilà, il a changé, il faisait des dessins, il refaisait des copies, parce qu'il y a toute une histoire là-dessus. C'est-à-dire que il revient en France après donc 1827. Il va falloir attendre 12 ans, 10-12 ans pour avoir cette édition-là. Pourquoi? Parce que en Égypte, il rencontre un Écossais
qui va être égyptologue, à qui il vend pour 12 000 francs de l'époque, c'est-à-dire que c'est une somme quand même considérable. Hein. Il vend 60 dessins. Hein, ouais. Pardon ? Une somme assez rondelette pour l'époque. Ah oui, c'est l'équivalent peut-être de 15-20 000 euros à l'heure actuelle. C'est intéressant. Mais il avait fait déjà des copies. Enfin, toujours est-il que cet Écossais-là s'était mis dans l'idée d'avoir l'exclusivité et d'éditer à ses frais avant 1830 l'architecture arabe. Il n'en saura rien. Donc, Coste devra reconstituer son album. Et une fois fait, il faudra encore attendre 4 ans pour faire travailler les graveurs, parce qu'il faut graver pour lithographier, hein, d'accord ? Et donc, cet ouvrage-là, les premières livraisons ne sortiront qu'en 1837. Et l'ouvrage final sortira en 1839. D'accord. Du coup, j'ai l'impression qu'il est parti comme architecte et il est revenu comme orientaliste. Donc, comme tu le disais si bien, il adorait dessiner. Ben oui et non, parce que à part le tombeau de Camille Olive, qui est à Saint-Pierre, tous ces monuments qu'il a créés ici, à Marseille, n'ont rien vraiment d'oriental, hein, à savoir le Palais de la Bourse et plusieurs églises, Saint-Lazare, Saint-Barnabé, etc. Donc en fait, il est revenu à ses premiers amours, c'est-à-dire il est revenu dans le classicisme. C'est le siècle de Viollet-le-Duc. Il ne faut pas automatiquement être à côté du mouvement du siècle. C'est vrai qu'il voyageait beaucoup, hein, notamment avec son ami l'artiste peintre Eugène Flandrin. Ça a été une époque florissante pour lui en termes de créativité. Peux-tu nous parler de cette époque où il voyageait en Perse et comment, même si tu il a voyagé expliqué partout. Une telle frénésie du dessin surtout. Il a voyagé partout. Il a voyagé en Europe, il a voyagé en Perse, il a voyagé jusqu'à 85 ans. En Russie, il était en Russie, à Saint-Pétersbourg, Moscou. Il est allé en Afrique du Nord, il a passé son temps à voyager et et ça l'a bien conservé puisqu'il est mort à 92 ans quand même. Ça c'est fou pour quelqu'un qui a voyagé autant. Ouais. Il est revenu, il n'a jamais attrapé de maladie pour l'époque. Il a été obligé de rentrer en France parce qu'il a été piqué par un scorpion en Égypte qui l'a rendu boiteux, ce qui ne l'a pas empêché de courir l'Europe malgré tout. Alors oui, il part en Perse avec Flandin. Flandin, c'est qui? C'est le peintre de l'Algérie, c'est-à-dire que c'est la même période. On est en 1830, c'est la conquête de l'Algérie. Et le premier artiste qui va là-bas pour nous ramener des croquis, c'est Eugène Flandin, avec qui il est désigné pour aller en Perse, relever les sites archéologiques, mais aussi les sites modernes de la Perse. La Perse, c'est l'actuel Iran-Irak. D'accord. Et tu as des dessins sur ça? Oui, non seulement on a des dessins, ici, tu m'avais dit on a des dessins, mais on a des albums comme ça. On a des atlas. D'ailleurs, il y a plusieurs volumes d'atlas. D'accord. Et le jour où l'exposition aura lieu, ça sera... Elle a déjà eu lieu. On a fait, depuis que je suis là, c'est-à-dire depuis 30 ans, on a fait beaucoup d'expositions sur Pascal Coste parce que c'est quand même nous qui détenons l'immensité de ces terrains, de ces dessins. Mais malgré tout, on en trouve encore. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, en 2019, on fait une expo sur le fameux Clobé. Ouais. Avec le regretté Bruno Argemi de l'Académie. Bruno qui était médecin, donc fatalement il voulait faire une exposition sur Clobé qui était médecin lui aussi. Et ça n'a pas été simple cette exposition d'ailleurs, mais enfin elle était relativement grandiose. Bref, toujours est-il qu'un jour, il était à Paris, il m'appelle, il me dit Thierry, un truc extraordinaire. Je dis qu'est-ce qui t'arrive ? Et il me dit, je viens avec un portefeuille de dessins consacré à Marseille et à la Provence, tu verras. Il y en a 10, 15. Et c'est de Pascal Coste, c'est sûr, c'est signé. Et il me dit, tu sais où je l'ai trouvé? Je lui dis, ben non. En sortant il habitait chez sa sœur, il était logé chez elle. Il a trouvé ça dans une poubelle, comme ça, sur un trottoir de Paris. Et effectivement, je suis allé voir les dessins. Bon, c'est du Pascal Coste. C'est-à-dire que ce garçon, il a dessiné... inlassablement, il a fait des copies, c'était vraiment un boulimique du dessin. Donc tu disais qu'il avait un titre architecte en chef, c'est ça Oui, il a eu ce titre d'architecte en chef à la ville de Marseille. Il est resté 1 ou 2 ans pour justement faire autre chose, parce que l'administration, ce n'était pas son truc. Mais par contre, il a été professeur à l'école d'architectes
pendant 40 ans. Donc, il a eu des disciples qui, justement, s'étonnaient qu'il n'ait pas gardé ce côté oriental dans ses travaux. D'accord. Il a fait la bourse et peut-être autre chose aussi sur Marseille? Il a fait comment dirais-je, des bouquetières, il a fait donc plusieurs églises. Et voilà. Et puis entre-temps, il voyageait quand même. Donc ça prenait du temps. Le voyage en Perse, il dure 2 ans et demi quand même. Hein, donc il n'a pas non plus le don d'ubiquité. Mais enfin, il a eu une vie bien remplie. Écoute, Thierry, merci beaucoup pour avoir mis en lumière. Je vous montrer quand même le dernier dessin qui est sympathique et où justement on voit le fameux Mehmet Ali. Il a représenté dans son kiosque de Choubra. Choubra, c'est un palais du vice-roi dans la banlieue de, on va peut-être les rapprocher, dans la banlieue du Caire. Une maison de campagne, si vous voulez. Voilà. Et le Mehmet Ali, c'est lui là. Voilà. Donc toujours les 3 versions, lithographiée, dessin au trait et version aquarellée. C'est vraiment passionnant. Écoute, ça sera les images de la fin. Et donc ces trois ouvrages-là, en principe, devraient faire l'objet d'une exposition dans les semaines qui viennent et au rez-de-chaussée de la bibliothèque municipale, à l'Alcazar. Donc, nous pouvons retrouver l'actualité des fonds patrimoniaux sur le site internet des bibliothèques. Oui, il y a un portail patrimoine qui existe depuis 2 ans maintenant, où il y a pas mal de choses, et l'essentiel de nos collections, avec des zooms patrimoine, c'est-à-dire un sujet qui est développé tous les mois. Et d'ailleurs, comme les COST devaient être, je parle de l'exposition, mis en place en février, il y a un zoom sur COST l'orientaliste en février 2022, où non seulement il y a le zoom en question avec un texte et quelques images, mais il y a aussi un diaporama où justement on voit ces triptyques-là. C'est la différence de tous ces dessins, les 3 dessins sur un même sujet, développés, parce que là on n'a montré que quelques-uns, et l'ouvrage est assez conséquent. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie, Stéphane. À bientôt.